me disait mais ça fait pas une vie de tendre son micro jeune au monde et c'est pas sérieux ton truc. Et il disait c'est pas sérieux puisque j'avais pas une structure derrière en fait. J'avais pas un patron qui me disait va interviewer telle personne, publie telle personne sur telle plateforme. Et comme c'était moi qui le faisais, j'étais pas prise au sérieux. En fait, j'ai l'impression que quand t'es épanouie dans ce que tu fais, les gens ils te disent c'est pas un vrai métier. Parce que le travail ça doit être dur. Bonjour, je m'appelle Victoria, j'ai 25 ans et aujourd'hui je dédie ma vie à l'éveil des consciences, donc de différentes façons, à la fois à travers l'écriture. Là je viens de publier mon 2e livre, Tu penses quoi de la vie mamie, aux éditions Fayard. J'anime aussi un podcast depuis plus de 4 ans avec lequel chaque semaine j'interviewe une personnalité inspirante sur son parcours de vie pour ouvrir les esprits sur différents sujets de société. Et là je reviens de 6 mois d'aventure à travers les routes du monde pour réaliser mon premier film documentaire. On est partis tous les deux avec Johan Reboul et j'essaie aussi d'éveiller les consciences par la voix, donc en donnant des conférences un petit peu partout en France. Voilà, en quelques mots. Très bien. Merci Victoria. On va d'abord commencer par parler de ton enfance. Est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es née et où est-ce que tu as grandi, dans quel environnement ? Je suis née dans les Alpes, à Albertville précisément, et mes parents ont déménagé quand j'avais 1 an et demi. Donc j'ai grandi de mes 1 an et demi jusqu'à aujourd'hui. Dans le sud-ouest de la France, en dessous de Bordeaux, à 45 minutes de Bordeaux à peu près. Mes parents sont agriculteurs, donc j'ai vraiment baigné dans cette nature et dans ce contact à la terre depuis que je suis toute petite. Et je crois qu'inconsciemment, c'est un petit peu ce qui a tissé aussi mon engagement et qui a fait naître mon goût pour la beauté simple de tout ce qui nous entoure et pour cette nature que j'essaie aujourd'hui de protéger. Est-ce que tu peux développer justement un peu cette partie que tu as l'impression qu'être au contact de la nature, ça a un peu commencé à éveiller chez toi une certaine conscience écologique ? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Qu'est-ce que tu as vu qui était en rapport avec ça ? Comme je grandissais au milieu de cette nature, pour moi c'était quelque chose d'acquis et j'avais l'impression que tout le monde grandissait avec ce privilège-là. Et je m'en rendais pas forcément compte, tu vois, j'étais là, bon, la nature est partout et j'y passais du temps, mais j'étais pas aussi sensible que je le suis aujourd'hui. C'est vraiment quand je suis arrivée à Bordeaux pour mes études supérieures que j'ai réalisé qu'en fait c'était un privilège de dingue d'avoir pu grandir au contact direct de la nature, de juste pouvoir ouvrir la porte de ma chambre et d'avoir la forêt en face de chez moi. Et en étant en ville, je voyais que ça me manquait en fait, et que cette déconnexion avec la nature au milieu du béton, elle m'impactait beaucoup et qu'elle me rendait même triste. Et que quand j'étais en école de commerce et que je disais « Oh là, ça sent la pollution » et puis la forêt elle me manque, j'ai envie d'aller marcher pieds nus dans la nature, je voyais que les gens se moquaient gentiment mais disaient « Bah, ça va, t'es juste en ville, ça sent pas trop la pollution ». Et c'est là que je me suis dit « Ok, en fait, j'ai grandi avec ça et c'est pas le cas de tout le monde et c'est un privilège ». Et donc petit à petit, c'est là que j'ai détricoté et que j'ai réalisé qu'en fait, cette nature omniprésente, elle était partie prenante de qui je suis et que c'est ça qui a fait naître aussi quelque part mon engagement. Et est-ce que sur les récoltes de ton père, tu voyais un peu aussi l'impact peut-être du dérèglement climatique qui était déjà présent ? Ouais, j'ai grandi avec ce discours ambiant à la maison de mon père qui nous disait que le climat changeait et que d'année en année, il avait de plus en plus de mal à cultiver ses terres. Et il y a 3 ans de ça, il nous disait cette année, je vais devoir changer mes récoltes parce qu'en fait, on a déjà des restrictions au niveau de l'irrigation. Donc, il pompe l'eau dans la Garonne. Et là, il avait des restrictions qui nécessitaient de vraiment compter au compte-gouttes les prélèvements qu'il allait avoir. Et donc, il avait une perte de rendement qui était énorme. Et là, j'ai vraiment vu l'impact direct sur la nature, sur la façon de cultiver les terres aujourd'hui et sur l'agriculture au sens large. Mais c'est vrai que depuis que je suis toute petite, papa nous disait « le climat change, ça va être quelque chose de grave, ça va être un problème ». Et donc là où on a toujours un petit peu les discours de on verra plus tard, oui ça change, mais au final c'est pas trop palpable, moi j'avais les pieds dedans. Et je voyais vraiment physiquement la nature qui n'était pas pareille, qui au fil du printemps galérait un petit peu à faire émerger les bourgeons, tu vois. Et d'avoir ça vraiment sous le nez et de le ressentir, et de voir aussi l'inquiétude à la fois de mon père mais de tous les agriculteurs qu'il y a autour de mon village, ça m'a marqué. Je me suis dit ok, en fait c'est concret quoi, c'est pas dans 10 ans, c'est là qu'on a des pertes de rendement, c'est là que la nature directement est impactée et il faut faire quelque chose. Et
Ton amour pour la nature, tu me parlais de marcher pieds nus par exemple dans la forêt. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu faisais en lien avec cette nature? Je dis n'importe quoi, cueillir des fleurs, regarder les nuages, j'en sais rien. Mais est-ce que tu avais des activités, des petits rituels comme ça quand tu étais petite? Quand j'étais petite, je marchais beaucoup dans la nature pour faire le vide. Et je conscientisais pas encore que c'était une forme de méditation, mais dès que je cogitais un petit peu trop dans mes pensées, j'adorais partir toute seule avec mon vélo et juste me balader et être au contact simple avec la nature. Et petit à petit, quand je grandissais, j'ai mis un mot là-dessus, c'était une forme de méditation, j'avais besoin de faire le vide. Et aujourd'hui, c'est viscéral en fait. J'ai besoin de ces temps avec moi-même où je pars parfois une journée avec un simple sac à dos et je vais marcher toute la journée dans la forêt. Et tu vois, quand je passe 3 journées à Paris, j'ai besoin de presque d'autant de temps dans la nature pour me régénérer. Et ça s'est vraiment tissé au fil des années. Et ça a aussi été les plus beaux moments d'introspection, c'est en connexion avec la nature. Et c'est là que j'ai pris mes grandes décisions. Donc on va sûrement en reparler, mais notamment pendant le Covid, pour la première fois de ma vie, j'ai osé me poser ces questions un peu existentielles et vertigineuses de qu'est-ce que je veux profondément faire dans ma vie. Et face à ce gros vertige et ce manque de réponses, je partais toute seule dans la nature. Et c'est là que je faisais le vide vraiment et que les réponses arrivaient, mais de façon presque magique. Et je ressentais au fond de moi, t'avais ces intuitions de c'est là qu'il faut que tu partes, c'est là qu'il faut que tu ailles. Et notamment un grand voyage en Inde qui a dicté beaucoup de changements dans ma vie, c'était une intuition que j'expliquais pas et qui m'est tombée dessus quand j'étais en contact avec la nature, tu vois. On disait, va en Inde, comme une petite voix, tu vois, qui t'appelle de vas-y. C'est pas du tout rationnel, mais c'est là. Et tu sais que c'est juste. Et donc, il faut le faire. Et ce voyage de 6 mois que je viens d'accomplir, il partait de ça aussi. D'une balade en nature où je me suis retrouvée là avec comme un instant de grâce, de truc de il faut que tu partes, vas-y. On y reviendra à ces 2 voyages en Inde à différentes périodes de ta vie. Hormis ton amour pour la nature, tu as eu aussi très tôt l'évasion par l'écriture et aussi tu lisais. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de quand est-ce que ces 2 choses sont arrivées dans ta vie? À côté de ces temps en nature, j'avais aussi beaucoup de temps toute seule, mais dans ma chambre. Ma chambre, ça a toujours été mon refuge dans lequel je créais ce que je comprenais dans la nature en fait. Là aujourd'hui, je le dis avec des mots comme ça, mais quand j'étais petite, je le conscientisais pas. Et c'est comme si je prenais un petit peu toute la magie dans la nature et que quand j'arrivais dans ma chambre, je mettais ça à plat. Et donc, très vite, j'ai écrit. Et au début, c'était dans des carnets, pour moi, c'est un petit peu des journaux intimes quand t'es enfant. Et je mettais des mots sur tout ce qui se passait dans ma tête et de comment, en fait, je percevais le monde d'aujourd'hui et un peu toutes ces incohérences qui me sautaient aux yeux et où j'avais l'impression d'être très seule, en fait, à me poser ces questions, à avoir ces déclics. Et face à cette solitude, j'osais pas forcément en parler. Et donc l'écriture, c'était une façon pour moi d'accepter ce qu'on me faisait ressentir comme une différence et de creuser tous ces sujets de société qui me semblaient mais vains aujourd'hui. Tu vois, cette quête du toujours plus, cette crise écologique et cette quête de sens, en fait, ça me faisait à la fois peur, ça me rendait anxieuse et donc ma thérapie, c'était d'écrire. Et plus j'écrivais, plus je me rendais compte que moi, ça me permettait d'être beaucoup plus à l'aise avec ces questions-là. Ça me permettait aussi de creuser ces questions parce que tous, on se pose beaucoup de questions, on a des pensées. Mais quand on les écrit pas, au final, ces pensées, c'est des pensées qui reviennent demain, et puis après-demain, et puis après-demain, et qui sont pas forcément constructives. Et là, d'avoir une page blanche, un stylo, et de me dire, ok, t'as pensé ça, et ben creuse, détricote un peu ce qu'il y a derrière cette pensée, ça me permettait beaucoup d'avancer. Et moi, de prendre aussi confiance en moi et de créer ma personnalité et de faire des ponts entre les différents sujets. L'école, pour toi, de la primaire au lycée, comment ça s'est passé? Est-ce que tu appréciais l'école? Est-ce que tu te retrouvais dans les enseignements? Ou est-ce que ça te plaisait pas plus que ça? J'aimais pas du tout l'école. J'avais l'impression d'être bloquée et seule en fait. J'étais un petit peu la fille qui voulait faire plaisir à tout le monde et qui du coup... J'étais comme un caméléon qui s'adaptait en fonction de la personne que j'avais en face de moi. Et je voyais que ma naïveté, elle était utilisée. Et que ce soit auprès des camarades de mon âge ou des autres personnes un peu plus grandes, je voyais qu'on disait « Ah mais Victoria, c'est un petit peu... Oh là là, elle s'émerveille de tout. » Et je suis toujours très expressive en fait. Quand je vois quelque chose qui m'émerveille, je le dis. Et je suis là « Waouh !» Et c'est toujours très très fort quoi. Et c'est
Et donc les gens le comprennent pas forcément ou en jouent en fait, disent oh, elle est hyper naïve, on peut lui faire croire ce qu'on veut. Donc j'avais l'impression que j'étais un petit peu le bourreau de la classe. Et en même temps, j'étais perdue parce que je voyais qu'on essayait de tuer ma créativité et ma singularité en me poussant vers cette excellence, à vouloir être la meilleure et à écraser mon voisin. Et moi, c'était des valeurs dans lesquelles je me retrouvais pas. Et à la fois, j'avais l'impression que j'étais obligée de passer par cette case-là, d'écraser mon voisin, de travailler dur pour avoir les meilleures notes, pour décrocher le meilleur diplôme. Et je me retrouvais pas là-dedans parce que moi, tout ce que j'aimais, c'était être dans la nature, c'était écrire, c'était m'autoriser la littérature. Et j'avais l'impression que ça faisait pas une vie. On me disait, mais ça, c'est pas des métiers en fait. Écrire, s'autoriser ses rêves. J'avais l'impression que s'autoriser ses rêves, ça rimait pas avec la vie des grands. Et donc, j'étais presque triste en fait de me dire qu'il fallait que je joue forcément un rôle et que je mette un masque pour m'insérer dans la société. Et donc, à contre-cœur, j'ai suivi un bac scientifique parce que j'étais très bonne élève et qu'on m'avait dit, voilà, tu sais pas ce que tu veux faire, bac scientifique, ça t'ouvrira toutes les portes. Mais j'étais pas du tout à l'aise avec les chiffres. Et c'était aller à contre-courant avec mon énergie propre que de me batailler avec les chiffres alors que j'étais beaucoup plus à l'aise avec les lettres. Et donc, j'ai à la fois aimé surtout le lycée et les études supérieures puisque je suis curieuse de tout, donc je vais toujours trouver en fait le positif dans ce qui se passe autour de moi, mais à la fois je voyais bien que j'avançais à contre-courant et que j'essayais de jouer un rôle pour m'insérer dans une société qui aujourd'hui ne me correspondait pas. Enfin, avant que je découvre un petit peu l'Inde, je me reconnaissais pas du tout dans cette société. Et donc j'étais déchirée entre ma nature profonde qui essayait d'émerger et entre ce masque que j'essayais de mettre pour aussi m'intégrer en société, puisque quand, donc là je fais un petit peu un saut dans le temps, quand tu es en études supérieures, t'as envie en fait d'être intégré dans ta promo, donc tu sors, donc t'as envie d'être un petit peu bien habillé, de sortir en boîte de nuit. Et moi, c'était des choses qui intimement ne me ressemblaient pas, tu vois. J'avais envie le samedi soir d'être avec une tisane et de lire des livres et j'avais beaucoup plus de plaisir à échanger avec des personnes, je vais dire matures, pour pas dire plus vieilles, qui me partageaient leur savoir en fait et qui m'apprenaient de leur vie. Et là, j'avais l'impression de me nourrir et de me révéler au cœur de ces discussions. Alors que quand je buvais des verres avec des gens de mon âge, je m'ennuyais en fait. Et je voyais bien que j'étais pas à ma place, que je perdais mon temps, mais je me forçais à le faire parce que j'avais intégré qu'être jeune, c'était ça. C'était sortir en boîte de nuit, c'était bien s'habiller, et puis avoir des potes, et puis montrer sur les réseaux sociaux qu'on a des potes. Et j'essayais d'y trouver du bon, mais je voyais bien que ça sonnait faux, quoi. Donc je me sentais... Franchement, je me sentais seule pendant toutes ces années-là, ouais. Et faire le choix de faire des études supérieures, c'était aussi aller à contre-courant. C'est parce que tu te disais, c'est le modèle à suivre, il faut que je fasse des études sup. Ouais, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre, en fait. Faire les études supérieures, et d'autant plus une école de commerce, c'était aussi le choix de la facilité, c'était le non-choix. C'était école de commerce, ça t'ouvrira toutes les portes. Et puis de toute façon, aujourd'hui, il te faut un bac plus 5 si tu veux faire quelque chose dans ta vie. Et donc, j'ai un peu suivi ce qu'on me disait de faire, quoi. À la fin de ma première année d'école de commerce, il y avait cette association qui est venue se présenter donc, en amphithéâtre et qui a dit « Moi, je peux placer des étudiants en Inde pour leur stage de fin d'année en entreprise. » Et donc, on était une petite dizaine à vouloir partir. Et quelques semaines avant le départ, les conditions de visa ont changé. Et donc, ils nous disent « Maintenant, si vous voulez partir en Inde, c'est pas en entreprise, c'est en association pour faire du bénévolat. Donc, vous ne serez pas payé et ça sera juste pour aider des causes humanitaires en Inde. » Et là, à ma grande surprise, plus personne veut partir parce qu'on n'est pas payé. Et moi, je vois en fait l'opportunité que c'est, en tant que quand même privilégiée par rapport à ces enfants en Inde, de pouvoir apporter notre aide. Et là, je vois un peu une porte s'ouvrir en fait, que j'explique pas, où je me dis il faut absolument que j'y aille, c'est l'opportunité de ma vie. Mais comme plus personne voulait partir, le directeur de mon école voulait plus me laisser. Il m'a dit non, t'es trop jeune, t'es une femme, je sais pas où tu pars, t'es jeune et c'est un des pays les plus pauvres au monde. Donc franchement, non, je veux plus que tu partes. Mes proches, ma famille aussi avaient peur de me laisser partir. Et donc tout le monde me mettait des barrières. Et plus on me mettait des barrières, plus ça faisait naître en moi cette étincelle de « il faut absolument que j'y aille ».
Et donc un soir, je me suis retrouvée face à une page blanche, encore une fois, et un stylo. Et je me suis mise à écrire toutes les raisons pour lesquelles je me sentais légitime à partir. Et le lendemain, je suis allée voir le directeur de mon école et je lui ai dit, voilà, je me sens en mesure de partir en Inde pour telle raison, telle raison, telle raison. Et il m'a dit, ok, je te fais confiance, tu pars. Et ce voyage, il a été mais complètement révélateur parce qu'en fait, j'ai vu une autre réalité que celle qu'on expérimente aujourd'hui dans nos sociétés modernes. Et tous les paradoxes qui me sautaient aux yeux et face auxquels contre lesquels j'essayais de lutter en fait en écrivant quand j'étais petite, là, j'avais l'impression que je pouvais les accepter et les révéler au goût du jour. Et donc, je suis rentrée en France avec plein de clés que l'Inde m'avait apportées en me disant, mais en fait, on vit sans arrêt à côté de nos pompes. Et toute cette course au toujours plus, ces burn-out qui s'accumulent et cette quête de sens et toutes ces dépressions, en fait, elles sont intimement rattachées au fait qu'aujourd'hui, on détruit la planète. Et c'est tous nos modèles de société qui aujourd'hui ne fonctionnent plus. Et quand j'ai vu l'amour profond de ces Indiens qui n'ont pas tous les biens matériels qu'on a, mais qui du coup se raccrochent à l'amour profond, à la joie et à la simplicité de la vie, je me suis dit, mais c'est ça qu'il s'agit de retrouver aujourd'hui et de mettre au cœur du débat écologique. Et donc en fait, j'ai très vite fait le lien entre la crise écologique et la crise de sens qu'on vit aujourd'hui dans nos sociétés. Et c'est là que moi, j'ai aussi entamé une grosse transition intérieure. Je me projetais à qui je voulais être plus tard. Et c'est là que je me suis dit, mais je me vois pas du tout dans un bureau en fait. À faire 8h, 17h, le même job tous les jours. Et ça m'a frappée. Et je me suis dit, mais oui, mais là, si tu acceptes cette opportunité, si tu suis ce qu'on te dit de faire, si tu continues dans cette voie-là, en fait, c'est ce qui t'attend. Et puis quoi ? Tu vas attendre d'avoir 40 ans, de te retourner et de te dire, bon, j'ai laissé défiler les années, ok, maintenant j'ai mon crédit qui est remboursé et je peux commencer à vivre. Et je me suis dit, mais la vie est trop précieuse pour attendre d'avoir 40 ans pour commencer à vivre. Et je sentais à la fois que j'avais cette pulsion de vie qui brûlait en moi, quoi. C'était viscéral. Et au final, j'ai fait ma déviation très jeune, à 20 ans, quand j'ai terminé mes études, que j'ai terminé mon stage de fin d'études chez les déviations. Je me suis dit, je veux dévouer ma vie à l'engagement parce que j'ai un message fort à faire passer. Et aujourd'hui, il doit marquer cette transition à la fois dans ma vie, mais dans la vie de tout un chacun. Et ça a été le début de tout. Et les prémices viennent intimement de mon voyage humanitaire en Inde, quoi. Quand toi, tu as fait ce choix de dire non à une vie de bureau, est-ce que tu as eu des critiques de la part de tes proches, de la part de ton entourage, ou même des gens pas forcément très proches de toi, mais de dire « mais t'es folle, non, tu seras beaucoup plus confortable avec un CDI » ou ce genre de choses. T'as eu ce genre de remarques ? En fait, tout le monde remettait en question ce que je faisais. Et je crois que c'est d'autant plus difficile d'oser faire ce pas de côté dès que tu sors de tes études parce que t'as pas forcément encore confiance en toi. Et donc, t'as pas cette force pour oser t'affirmer et te dire, bah, moi j'avance à contre-courant, je sais pourquoi je le fais. Et vous allez voir, dans un an, je vivrai de mes projets. Parce que moi, personnellement, je n'avais aucune idée de comment j'allais vivre ma vie et de ce que j'allais faire de cette pulsion, en fait, à l'intérieur de moi-même. Et donc, je voyais tous mes camarades de classe, tous mes potes se ranger, rentrer dans les cases. Et moi, j'avançais à contre-courant et je savais pas vers où j'allais. Et mes parents ne comprenaient pas non plus. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais, Victoria ? Le directeur de mon école, il m'a littéralement dit, t'es en train de flinguer ton parcours. Quand on te dit ça, sorti de tes études, alors que toi-même t'es paumé, que t'essaies tant bien que mal de faire confiance à ton intuition parce que tu sais que c'est ce qu'il faut que tu fasses, mais qu'à la fois t'as rien de rationnel pour l'expliquer et pour le défendre auprès des autres, c'est hyper inconfortable. Et je reconnais aujourd'hui avec du recul que ça m'a demandé un courage de dingue pour oser continuer, tu vois. Et là, aujourd'hui, avec le recul et puis le petit succès que je peux avoir dans mes projets, les gens me disent « Ah bon, t'as toujours encouragé, et puis c'est beau ce que tu fais, et ouais, ça donne envie, en fait, faut que tout le monde fasse ça. » Je dis « Mais ouais, les gars, mais il y a 5 ans, vous me disiez pas du tout ça, tu vois. » Et donc ça, je crois que c'est une vraie leçon que j'en ai tirée. En fait, il faut pas attendre l'approbation des autres pour faire. Si toi, t'as cette force en toi-même, c'est la plus belle des armes que tu aies. Et c'est cette force qui te permet de durer sur le temps long et de faire que ça te donnera le courage nécessaire pour en fait faire grandir tes projets et avoir assez de confiance pour rebondir et pour faire grandir les choses. Et ce qui est assez magique, c'est que quand tu as cet alignement profond, en fait, les choses, elles arrivent petit à petit. Et au début, tu as super peur parce que tu sais pas du tout à quoi te raccrocher. Mais dès lors que tu oses te lancer vraiment dans le vide, l'univers a hyper
peur du vide. Et donc pour toi, il va remplir ce vide de rencontres, d'opportunités, qui d'opportunités vont amener d'autres rencontres, de rencontres, d'autres opportunités. Et petit à petit, c'est comme si le puzzle se faisait malgré toi. Donc oui, il faut une certaine énergie, une certaine intention, je travaille énormément pour mes projets, et parfois trop d'ailleurs, mais il y a aussi un alignement parfait des choses qui se fait, et il y a une forme de spiritualité derrière tout ça, tu vois, où vraiment quand tu fais confiance à l'univers, les choses elles se font, et c'est trop beau. Mais il faut oser dépasser cet inconfort, et se faire confiance, et oser dire non quand tu sens que c'est pas juste, quoi. Et donc aujourd'hui, il y a tout qui s'est ouvert, quoi, c'est fabuleux. Et lorsque tu recevais par exemple la critique du directeur de ton école, qu'est-ce que tu faisais exactement qui était à contre-courant ? Est-ce que là tu commençais déjà à faire des actions pour porter haut et fort tes engagements, comme tu avais eu le déclic en Inde de te dire non mais il faut que je parle au nom de certaines causes. Est-ce que là tu le faisais déjà ? Enfin, qu'est-ce qui faisait qui t'a fait cette remarque ? Qu'est-ce que tu faisais pas comme les autres ? Mais en fait, au même titre que j'ai eu cette intuition pour aller en Inde, j'ai eu cette intuition de créer mon podcast à l'avant-dernière année de mes études. Et donc, j'ai lancé Nouvel Oeil vraiment sur un coup de tête, avec cette envie de poser mes questions au monde. Parce que face à cette solitude que je ressentais, on en parlait juste avant, moi je me disais, il y a forcément des gens qui se sont posés les mêmes questions que moi, et qui peut-être aujourd'hui ont un certain recul sur la vie, qui font qu'ils ont à transmettre en fait de leur savoir, et qui plus est, qui sont peut-être en fait épanouis, et qui vivent une vie atypique, qui ont osé suivre leurs rêves, et j'ai envie d'aller rencontrer ces gens pour peut-être moi m'autoriser à suivre mes rêves. Et rencontrer ces gens, c'était aussi une façon de légitimer le fait que je pouvais vivre de mes rêves. Et donc, quand je rencontrais après des grands, je leur disais, mais tu vois, je donnais des exemples en fait. Tu vois, telle personne, en fait, a cru en ses rêves et aujourd'hui, regarde ce qu'il fait. Et donc, c'était une façon, moi, de me rassurer aussi, de rencontrer ces personnes via mon podcast. Et petit à petit, plus j'interviewais de personnes, plus je mettais le doigt sur ma passion en fait. Rencontrer le monde et questionner ces questions existentielles et voir que ça avait de l'impact, puisqu'au final, c'est des questions que tout le monde se pose, toutes générations confondues. Je me suis très vite dit, mais je veux que Nouvel Oeil, ce soit le cœur de ma vie en fait. Et je ne veux jamais arrêter de tendre mon micro-jeune au monde. Et donc, sortie de mes études, moi j'ai eu envie de mettre Nouvel Oeil au service du monde et d'en faire ma vie quoi. Mais je savais pas du tout quelle ampleur ça allait prendre, je savais pas du tout comment faire un métier. Et petit à petit, ce podcast, il est devenu une de mes activités. Et à côté, je me suis autorisée à écrire et donc tout s'est imbriqué de façon assez parfaite où 3 mois après la sortie de mes études, j'ai publié mon premier livre qui a résonné chez pas mal de monde. Donc ça m'a donné l'opportunité de faire mes premières conférences. De premières conférences, j'ai commencé à avoir de premiers contrats, d'autres opportunités. Et après, tous mes projets se sont tissés comme une toile d'araignée où, au final, la colonne vertébrale de tout ça, c'était l'éveil des consciences. Et petit à petit, tout s'est enchaîné, quoi. Et donc, c'est le projet de Nouvel Oeil que certaines personnes pointaient du doigt en disant que t'étais folle et que t'étais en train de tout gâcher ? Ouais, ils me disaient, mais ça fait pas une vie de tendre son micro jeune au monde. Et c'est pas sérieux, ton truc. Et ils disaient, c'est pas sérieux puisque j'avais pas une structure derrière, en fait. J'avais pas un patron qui me disait va interviewer telle personne, publie telle personne sur telle plateforme. Et comme c'était moi qui le faisais, j'étais pas prise au sérieux. Et c'est fou, mais il y a aussi quelque chose derrière ça qui est que quand t'es passionné et que tu fais comment dire ? En fait, j'ai l'impression que quand t'es épanoui dans ce que tu fais, les gens ils te disent c'est pas un vrai métier. Parce que le travail, ça doit être dur. Et moi, j'ai grandi avec cette idée-là. Donc, j'ai mis du temps aussi, moi, personnellement, à me dire que c'était du travail que je faisais. Alors que c'était, mais colossal en termes d'investissement personnel. D'interviewer une personne par semaine, d'aller la démarcher moi-même, de préparer l'interview, de me déplacer jusqu'à chez cette personne, de conduire l'interview, de faire le montage, de faire la communication. En fait, j'étais en train de faire 1000 métiers en un seul métier et toute seule. Mais comme j'étais animée par cette passion, je voyais pas et je comptais pas mes heures. Mais très vite, j'ai été ramenée à la réalité du truc, en me disant, si tu veux tenir sur le long terme, et faire un travail de qualité, et sortir une interview par semaine, et tenir ce rythme, en fait, il faut que tu en fasses un métier, et que tu gagnes ta vie avec, parce que sinon, tu pourras pas, quoi. Mais tu vois, ça m'a pris beaucoup de temps de déconstruire cette idée qu'en fait, je pouvais prendre du plaisir à travailler, et que mon métier, au final, c'était ma passion. Et donc aujourd'hui, je mets même plus le mot derrière
je mets pas le mot métier derrière tout ce que je fais parce que je suis passionnée et c'est là aussi un petit peu le danger quelque part, puisque quand tu fais des métiers passion et que tu es tellement investi dans ce que tu fais et qu'il y a tant d'enthousiasme, de joie et de toi, tu vois pas la frontière pro-perso quoi. Donc tu dédies ta vie littéralement à tes projets et moi c'est ce que je fais aujourd'hui et d'autant plus qu'il y a une connotation écologique derrière tout ce que je fais, donc il y a vraiment un engagement et une pulsion qui me pousse à ça. Donc je suis à la fois passionnée et à la fois je suis engagée avec des convictions. Donc la frontière est très fine et maintenant c'est presque c'est mes proches qui me disent attention Victoria, t'en fais trop et t'es trop investie dans tes projets, prends le temps de te reposer, prends le temps de souffler. Et là où disait avant mais ça va, c'est un petit truc, quand est-ce que tu trouves un vrai job, maintenant ils me disent calme-toi, enfin genre t'en fais trop, tu travailles trop quoi. Donc on voit que la balance s'est renversée en fait, tu vois. Et comment t'as réussi à passer de c'est une passion, c'est une activité secondaire à en fait non, c'est mon métier. Comment t'as fait cette transition? En fait, de passer d'une passion à un métier, je l'ai même pas conscientisé. Ça s'est fait au fil du temps, où petit à petit, en fait, les gens me proposaient de me rémunérer. Là où avant, moi, j'y avais jamais pensé. Et je me l'autorisais pas, parce que je me dévalorisais. Et en fait, être rémunérée pour faire passer un message, pour moi, c'était tellement important de faire passer ce message que je faisais tout gratuitement. Et petit à petit, j'ai commencé à oser demander, à dire bah oui, mais en fait, moi, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est du déplacement, et je peux pas tout faire gratuitement. Et j'osais petit à petit commencer à demander, ok, combien vous pouvez donner ? Et de là, je me suis dit, ok, donc ça, c'est un premier contrat. Et puis d'un contrat venait un autre, et puis un autre, et puis un autre. Et petit à petit, je me suis dit, ok, en fait, je peux gagner ma vie avec ça, quoi. Et oui, c'est instable. Et donc, il y a vraiment eu un travail de lâcher prise à effectuer sur le fait que, de toute façon, je n'allais pas avoir un même salaire stable tous les mois. Mais dès lors que j'ai appris à vivre avec ça, en fait, ça m'a ouvert aussi tous les possibles, puisque c'était nager dans l'impermanence, c'était m'ouvrir à l'inconnu et donc aussi accueillir cette magie de la vie. Tu vois, de me dire, je me détache du CDI, et ça, je le sais. Et en fait, quand j'ai sorti des études, accepté d'ouvrir la porte de l'inconnu, je savais que je me détachais de la sécurité du CDI avec le même salaire que tous les mois. Donc maintenant, j'assume. Je sais que je vais pas gagner tous les mois de la même façon. Des mois, je gagnerai plus, des mois moins, des mois pas du tout. Et ben, c'est ok. Et donc, j'apprends vraiment à nager en confiance dans le fait que j'aurai les contrats qui arriveront. Et au début, j'avais très peur. Et je voyais bien que plus j'avais peur, plus j'inhibais un petit peu toute cette magie créatrice de la vie. Et quand j'avais peur, j'avais moins de contrats. Et dès que je m'abandonnais un peu à l'ordre des choses, que je me faisais confiance, que j'osais demander, et que je savais, enfin voilà, que je faisais confiance à l'univers en mode je sais que là, je vois pas dans quoi je m'engage, je sais pas combien je vais gagner dans 2 mois, mais je sais que je vais gagner. C'est là que les plus gros contrats sont arrivés. Et vraiment, il y a une forme d'attraction en fait, comme un aimant, où dès que tu te mets dans une énergie d'amour et que tu libères les peurs, les choses elles arrivent parce que tu fais les choses de façon beaucoup plus juste en fait. Et quand tu agis en fonction des peurs, souvent tu signes les mauvais contrats pour les mauvaises raisons, parce que tu veux te mettre dans une sécurité financière qui fait que, du coup, tu fais moins par passion, mais tu fais plus par contrainte. Et dès que j'ai hacké un petit peu ce système-là et que j'ai compris que quand j'étais dans l'amour, au détriment de la peur, j'attirais beaucoup plus d'abondance dans ma vie, là, ça a débloqué tellement de choses. Et donc ça s'est vraiment fait petit à petit, et aujourd'hui, je vis de mes projets, quoi. Et j'ai plus du tout peur de manquer de main, quoi. Et après, j'ai aussi fait un vrai travail de déconstruction en me posant la question de combien j'ai besoin, en fait, fondamentalement. Avant de me dire, il faut que je gagne beaucoup, parce que la société t'a dit qu'il te fallait tant, et qu'il fallait beaucoup consommer, puis qu'il fallait boire des verres en bar, et puis acheter des vêtements neufs, et puis avoir un salaire pour t'offrir des choses inutiles au final, tu vois. Et donc, moi, de me dire comment je veux vivre ma vie, en fait. Et de combien j'ai besoin pour vivre cette vie. Et que j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas besoin de beaucoup, puisque je vis de façon très nomade, que j'achète rien de neuf, que je consomme pas d'alcool, qu'au final, je vis de façon très très sobre, et donc j'incarne cette sobriété aussi et cette écologie au quotidien. Ça m'a déculpabilisée, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de tant que ça, en fait, pour vivre. Et donc, ça m'a permis aussi de me lancer, je pense, plus facilement à mon compte, en me disant, si tu gagnes pas énorme les premiers mois, c'est ok, parce que t'as pas besoin de gagner énorme.
Donc je pense, ça j'invite aussi vraiment les gens à se poser cette question avant de vouloir gagner toujours plus, de se dire de combien j'ai fondamentalement besoin pour vivre. Et on trouve aussi beaucoup de bonheur à se dire qu'on n'a pas besoin de tant que ça. Et ça nous débarrasse de plein de poids de nos épaules, puisqu'au final, quand on n'a pas beaucoup, on se concentre sur l'essentiel, et donc ça laisse la place pour des choses essentielles pour le coup, mais qui n'ont pas de prix et qui ne s'achètent pas. Donc il y a une vraie philosophie derrière tout ça. Déjà, la sortie du premier épisode de ton podcast, est-ce que tu peux me l'expliquer ? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? Est-ce que c'était comme un achèvement ? Est-ce que tu avais peur ? Enfin, quelles émotions t'ont traversé lorsque tu as cliqué sur publier ? Mais quand j'ai publié mon premier épisode, mais je me disais, qu'est-ce que tu fais ? J'étais dans le jugement de moi-même, complètement. Et j'avais pas envie. J'osais pas le publier, et je me disais, mais qu'est-ce qu'on vont penser les gens en fait ? Et je voyais tout ce qui allait pas. Je me disais, mais ma voix, elle est horrible, je sais pas poser de questions, le son, il est nul. Et là, avec le recul aujourd'hui, je peux être aussi très critique par rapport à ce premier épisode. Quand je le réécoute, je me dis, mais waouh, j'ai osé publier ce truc, quoi. Où j'avais un micro qui prenait tout le bruit ambiant. J'avais pas encore mes micros jaunes. J'avais un simple enregistreur. Et j'ai fait toutes les erreurs du débutant. Donc j'ai fait ça dans un café, on entendait tous les bruits derrière, donc c'est inaudible. J'avais pas du tout confiance, puisque j'ai jamais fait d'études de journalisme, donc je savais pas poser des questions, je savais pas conduire une interview. Mais c'est ça qui fait aussi que c'est beau, parce qu'on voit au fil de mes épisodes que je me suis construite et que j'ai appris le métier, entre guillemets, de journaliste en faisant. Et donc, je me suis pas codifiée avec toutes les injonctions du journalisme qu'on t'apprend dans l'école de journaliste, où il faut poser telle question comme ça, avec tel ton. En fait, j'ai créé ma plume et j'ai gardé cette authenticité et cette passion, parce que vraiment, mes questions viennent du cœur, et je crois que c'est ça que les gens ressentent, et c'est pour ça que le podcast a marché aussi. Parce qu'en fait, un matin, j'ai osé appuyer sur publier, alors que c'était totalement imparfait, et que beaucoup de personnes, d'ailleurs, très certainement, se sont dit, mais genre, elle est débile, et franchement, elle fait pitié, quoi, tu vois. Elle a pas confiance en elle, enfin mince, la pauvre, quoi, tu vois. Mais j'ai osé le faire, et c'est beau, parce que j'aurais eu 1000 raisons de me dire, de m'arrêter au regard des autres, en fait, et de me dire, je vais me prendre tellement de critiques, et les gens vont penser quoi de moi que je publie pas. J'aurais pu rester à ça. En fait, j'ai dépassé cette peur du regard des autres en me disant, moi, ça m'a apporté énormément de faire cette première interview qui était avec Pablo Servigne. Et juste ça, c'est une première réussite. Et j'ai osé le faire. Et peut-être que de le publier, de le mettre en ligne, ça aidera une personne. Et si ça aidera ne serait-ce qu'une personne, ça veut dire que j'ai raison là d'appuyer sur publier. Et c'est ça qui m'a poussée à le faire. Et de cette première interview, après, je me suis dit, ok, maintenant qu'en fait c'est fait la première, je peux en faire une deuxième. Et puis de cette deuxième, une troisième. Et petit à petit, moi je voyais que ma passion grandissait et que je prenais confiance aussi. Et c'est là qu'en fait c'est un engrenage après qui s'enclenche et qui fait que dès que tu fais le premier pas, c'est le plus dur à faire, les choses elles émergent, quoi. Et donc là avec le recul, j'ai envie en fait de prendre cette petite Victoria dans mes bras et de me dire, mais punaise, bravo, quoi, t'as osé. Et oui, c'était super courageux d'oser publier. Et bien sûr que c'était imparfait, bien sûr que cet épisode il est nul, hein. Enfin franchement voilà, il y a de la matière derrière, mais tout est à refaire, quoi. Mais c'est ça qui est beau, tu vois. Et t'as eu des retours justement de personnes qui t'ont dit merci, ça m'a aidé ? Oui, ouais, j'en ai eu. Alors dès les premiers épisodes, j'avais pas énormément de retours de personnes qui m'écoutaient, parce que en fait j'étais pas écoutée. Et c'est ça qui m'a fait dédramatiser aussi, c'est que quand un podcast vient d'être lancé, t'as 3, 4, 5 écoutes, en fait c'est tes proches qui t'écoutent, quoi. Et donc je me suis dit, c'est ok, en fait je fais ça pour moi, et moi c'est mon kiff, ça m'aide à prendre confiance en moi de rencontrer ces personnes-là, et donc c'était une pulsion intimement personnelle, en fait. Je faisais ça pour moi, c'était ma thérapie, c'était ma séance de psy, d'aller rencontrer les gens qui me passionnaient et de leur poser les questions qui me traversaient. Et donc je me disais, quand bien même il y ait 5 ou 10 ou 20 personnes qui m'écoutent, je le fais pour moi. Et je crois que c'est ce qui m'a poussée à continuer ce podcast, à me détacher des chiffres et de tout objectif de rentabilité, mais à vraiment me rattacher au pourquoi je le faisais. Et petit à petit, au bout du 10e,
13e, 14e, où j'ai commencé vraiment à me découvrir une vraie passion et à publier un épisode par semaine et à professionnaliser un petit peu le truc. Donc j'ai changé mon logo, j'ai acheté des vrais micros. Et là, je me suis dit, ok, en fait, ta voix, elle compte. Et ce que tu fais, c'est un vrai travail. Et dès lors que je me suis mis dans cette énergie plus d'amatrice, mais de, ok, là, tu fais les choses bien, j'ai commencé à avoir des écoutes. Et j'ai commencé à avoir des premiers retours de gens qui me disaient « Waouh, en fait, ça m'a aidé. Et là, t'as interviewé telle personne, cette personne a dit telle phrase. Et c'est la phrase que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui. Et c'est la phrase qui m'a permis de prendre telle décision que je n'osais pas prendre. » Et en fait, je me suis dit « Waouh !» Donc, moi, ça m'aide personnellement de rencontrer ces gens. Mais en fait, ça peut aussi aider d'autres personnes. Et là, mais c'était parti. Là, c'était le déclic qu'il me fallait pour me dire que, en fait, ça avait un impact. Et que j'allais faire ça toute ma vie, quoi. Je vais passer maintenant sur ton premier livre. Je voulais que tu me parles un petit peu du processus d'écriture. Est-ce que toi qui avais toujours écrit dans ton journal intime, est-ce que tu as réussi à avoir le même espace de liberté ou est-ce que c'était plus dur de te dire que tu vas écrire pour que ce soit lu par des gens ? D'où t'es venue un petit peu l'idée aussi d'aller plus loin qu'un podcast et de cette fois mettre tes mots sur le papier et pas juste tes questions avec un micro. Voilà, est-ce que tu peux m'expliquer tout ça, comment c'est né, comment ça s'est passé d'écrire ce premier livre ? Pour écrire mon premier livre, j'étais encore assez pudique sur mes émotions. Et en fait, j'osais pas trop en dévoiler sur moi-même parce que c'était me mettre en état de vulnérabilité et je crois que j'étais pas encore assez prête en fait pour me mettre à nu. Donc j'écrivais mais à tâtons. Par contre, j'avais aussi un processus d'écriture qui était très personnel où je gardais mes journaux intimes. Et ça, je l'ai encore aujourd'hui. Tous les soirs, j'écris mes journées. Tous les soirs. Et donc, j'ai vraiment ma vie qui est écrite dans des carnets et ma vie que j'écris pour les autres. Et donc, mon premier livre, j'y allais vraiment à tâtons. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que j'ai vraiment sorti mon premier livre que à mon deuxième, qui vient de sortir là le 17 avril. Tu penses quoi de la vie mamie ? Parce qu'en fait, mon éditrice Margot, elle m'a poussée à aller creuser tout ce que j'osais pas sortir. Et elle m'a dit, mais on sent que t'en as sous la pédale, et en fait, sois pas pudique, vide tout. Et quand elle m'a dit ça, j'ai l'impression qu'elle a débloqué quelque chose que j'osais pas retirer de moi-même, et je me suis enfin autorisée à écrire et à me débarrasser de ce syndrome de l'imposteur, et à me dire, ok, tes mots, ils comptent, et en fait, ce que tu vas dire, ça peut profondément aider des gens. Et toi, les livres qui t'ont bouleversé, c'est les livres où l'autrice, l'auteur s'est dévoilé, s'est mis à nu. Et donc, tu t'es identifié à la personne. Et c'est pour ça que ça t'a touché. Donc, toi, mets-toi à nu, c'est comme ça que les gens pourront le plus s'identifier à toi. Et donc, tu pourras les aider. Et c'est en ça que mon dernier livre, là, Tu penses quoi de la vie mamie ? J'ai l'impression que c'est la première fois que j'ai réellement écrit de ma vie, puisque j'ai tout mis dans ce livre. Et je me suis mise à nu, quoi. J'ai enlevé tous les manteaux et je me suis dit, là, tu vides. Et tout ce que je pouvais écrire dans mes carnets, je les écrivais pour ce livre aussi. Donc ça a été un processus super inconfortable parce qu'au début, je me disais, mais j'ai pas le droit d'écrire ça en fait. C'est trop intime. Qu'est-ce que vont penser les gens, quoi. Mais dès lors que j'ai débloqué ça a libéré une pulsion en moi et une énergie où je me suis dit, waouh, en fait, la puissance que ça peut avoir d'écrire. Et ça a été une thérapie, quoi. Et la thématique de ce livre, déjà, est-ce que tu peux me la dire ? Et comment est-ce que tu l'as trouvée ? Comment tu as trouvé l'inspiration de te dire « c'est ça que je vais raconter dans ce livre » ? Dans ce deuxième, en tout cas. Dans Tu penses quoi de la vie mamie ? J'avais envie de partager mes questionnements sur la société, mais de manière joyeuse, en fait. Je me suis vraiment posé la question de comment parler d'écologie sans frontalement parler d'écologie et d'en faire un sujet global de nos vies. Puisqu'au final, tous les sujets sont rattachés à l'écologie, que ce soit l'amour, que ce soit la confiance en soi, que ce soit le sujet de réussir sa vie, c'est quoi réussir sa vie ? Et toute cette quête de sens, j'en parlais aussi tout à l'heure, pour moi c'est intimement rattaché à l'écologie. Et donc de tous ces questionnements finalement qui nous traversent, qui composent nos vies, qui sont au cœur de nos existences, je me suis dit c'est ça l'écologie. Et c'est ça qu'il faut mettre au cœur des sujets de société. Et comment en parler ? Et là, je me suis dit, je vais m'adresser à ma grand-mère parce qu'en fait, cet écart générationnel qui se creuse de plus en plus, c'est tous les symptômes de nos sociétés aujourd'hui. Et à la fois, je vois bien que nos grands-parents, c'est eux qui détiennent tous les plus grands secrets du monde.
et tous ces secrets qu'il s'agit de remettre au cœur de nos vies aujourd'hui pour traiter la question écologique avec joie, avec sobriété et dans la durabilité. Et donc très naturellement, je me suis mise en fait à écrire mes questionnements à ma grand-mère et à lui poser des questions et à lui demander en fait pourquoi je ressentais ça, pourquoi le monde était comme ça. Et de fil en aiguille, je voyais que ça m'amenait sur d'autres sujets de société qui m'amenaient à d'autres sujets. Et je faisais les liens en fait entre tous ces sujets-là. Et petit à petit, j'écrivais et c'est là que le corps du livre s'est dessiné. Je me suis pas posée en me disant c'est quoi le plan et maintenant j'écris, mais j'écrivais et après le plan s'est dessiné. Et c'est en ça que la colonne vertébrale du livre est devenue en fait vivre avec soi, puis vivre avec les autres pour vivre en société, vivre avec le monde et vivre tout court. Puisque je crois intimement que c'est en commençant par soi et en se posant vraiment les questions très personnelles et très rattachées au développement personnel au final de qui je suis, pourquoi je suis là, quelle est ma singularité, qu'est-ce que je peux apporter au monde. Donc en faisant vraiment un travail introspectif avant de s'adresser en société, qu'on est bien en société, pour après impacter le monde et pour plus largement faire quelque chose de beau collectivement parlant. Et souvent on fait l'inverse. En fait, on commence par chercher sa place dans le monde, pour s'intégrer en société, pour être accepté par les autres, pour s'aimer soi-même. Et donc on fait tout en sens inverse. Donc c'est pour ça que ce livre, en fait, je l'ai tissé comme un entonnoir de soi vers les autres, vers la société, pour changer le monde. Et ça s'est fait naturellement au fil de l'écriture, quoi. Et quand tu dis que tu t'es mise totalement à nu dans ce livre, si jamais tu en écris un prochain, qu'est-ce que tu penses que tu pourras donner de plus ? Déjà, est-ce que tu as envie d'en écrire un prochain ? Est-ce que tu as déjà cette idée ou est-ce que tu te dis que là, c'est bon, tu as tout dit ? Mais si jamais c'est le cas, si tu en écris un troisième, un quatrième, qu'est-ce que tu penses que tu pourras donner de plus si là, tu t'es déjà mise à nu dans celui-là ? Je crois que si je me suis mise à nu dans ce livre, ça m'empêchera pas de ne plus rien avoir à dire dans le prochain parce que justement, en fait, j'ai débloqué quelque chose et j'ai compris que l'écriture allait me suivre toute ma vie. Parce que avoir écrit là ce livre, Tu penses quoi de la vie mamie, ça m'a vraiment fait prendre conscience que l'écriture c'était ma thérapie et que cette mise à nu, c'était une façon de m'accepter et de grandir aussi. Et je continue à écrire tous les jours, en fait, maintenant. C'est devenu partie intégrante de mon quotidien. C'est comme me laver les dents. C'est aussi important que de me laver les dents dans mon hygiène personnelle. Et donc, je continue à écrire et je continuerai à écrire des livres. Et cette mise à nu, justement, elle a ouvert la porte à d'autres livres, je crois. Donc, c'est sûr qu'il y en aura d'autres. Ouais. Et je continue à écrire. Et partager tes convictions, tu le fais via tes podcasts, en posant tes questions, tu as fait des livres. Est-ce que tu as d'autres façons ou est-ce que tu imagines d'autres façons pour l'avenir de partager tes convictions, notamment environnementales ? J'ai vraiment à cœur de multiplier en fait les façons et les manières dont je vais partager mon engagement parce que telle ou telle forme ne touchera pas les mêmes personnes. Et si on veut toucher tout le monde aujourd'hui et faire en sorte que ce soit une danse joyeuse qui rassemble toutes les générations et tous les milieux confondus et à la fois toutes les personnes qui s'opposent, il ne faut pas seulement écrire, il ne faut pas seulement faire des podcasts, il ne faut pas seulement parler en conférence, il ne faut pas seulement faire des films, mais il faut faire tout ça. Et c'est pour ça que j'essaie d'activer plein de leviers et c'est en ça que j'ai réalisé là avec Johan Reboul notre premier film documentaire pour essayer aussi de parler d'écologie différemment et sur du temps long. Donc là, on est en plein montage de ce documentaire. On est parti en fait 6 mois sur les routes du monde pour initialement documenter les enjeux de l'eau dans le monde, mais au final, ça va être bien plus que ça. Et l'objectif, c'était de ne pas prendre l'avion pour rejoindre l'Inde. Donc on a réussi à descendre jusqu'à Oman sans avion. Donc on a traversé toute l'Europe, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats, Oman. À Oman, on s'est retrouvés bloqués. Là, on a dû prendre un avion jusqu'en Inde. On est resté 1 mois et demi en Inde. Et après, on est rentré sans avion en France. Donc, en passant par le Népal, le Tibet, la Chine, la Mongolie, la Russie et l'Europe. Donc, toute une boucle de 6 mois au final, en documentant, pour en faire un film. Et ça, ce film, c'est une autre façon de porter l'écologie, qui soit aussi une proposition d'un nouveau récit. Puisque tout le monde n'aime pas lire, tout le monde n'aime pas écouter des podcasts. Par contre, celles et ceux qui n'aiment pas écouter des podcasts, ou qui n'ont pas l'idée d'en écouter, peut-être ont l'habitude de regarder des films.
Et donc, c'est aussi un levier pour eux d'agir et d'éveiller leur conscience. Donc, aujourd'hui, j'ai à la fois mes conférences, j'ai mes podcasts, j'ai l'écriture, et là, j'ai maintenant la réalisation. Et justement, ce documentaire, on va en parler. Est-ce que quand tu as eu l'idée de retourner en Inde sans avion, tu avais déjà le projet du documentaire? Le projet, c'était le documentaire et vous avez décidé d'aller jusqu'en Inde en avion, ou est-ce qu'il y a eu d'abord le voyage, puis en fait de se dire « mais attends, autant le documenter ». Comment ça s'est passé un petit peu, toute cette genèse? Le processus de départ, il s'est vraiment fait sur du temps long. Dès que je suis rentrée d'Inde, quand j'avais 18 ans, je savais que j'allais y retourner. Je savais pas quand, mais je me suis vraiment faite une promesse à moi-même de je repartirai en Inde un jour. C'était évident. Je me suis jamais sentie aussi heureuse que quand j'étais en Inde. Et c'était une pulsion, une nécessité d'y retourner. J'ai fini mes études et j'ai eu envie de faire un tour du monde. Avec cette soif d'aventure, de découverte du monde, je me suis dit, je veux vraiment partir et aller manger le monde, quoi. Et comme ma conscience écologique a vraiment pris de l'ampleur au fil des années, est venue cette question de prendre l'avion. Donc oui, je veux faire un tour du monde, mais en fait, je veux pas prendre l'avion. Donc après, j'ai commencé à raccrocher les wagons. Ok, tu veux faire le tour du monde, en fait, t'as envie surtout de retourner en Inde, et tu prends pas l'avion. Bon, en fait, tu retournes en Inde sans prendre l'avion. Ok, c'est quand même un truc assez badass, quoi. Ça va te prendre du temps, tu vas pas faire ça tous les jours. Et tout le monde ne le fait pas. Donc, toujours cette idée de transmettre. Je me suis dit, faisons quelque chose, produis quelque chose. Pourquoi pas un film ? Et là, pareil, les mêmes questions que quand j'ai voulu écrire et lancer mon podcast. Tu sais pas faire un film, t'as pas fait des études de réalisation, tu sais pas tenir une caméra, laisse tomber. Genre, c'est pas possible, quoi. Et puis, petit à petit, mais pourquoi pas en fait ? Pourquoi pas ? Donne-t'en les moyens. Ah, ok, c'est possible. Bon, en fait, j'ai pas envie de partir toute seule. Avec qui je peux partir ? Et là, intuition, pareil, c'est Johan. Alors qu'on s'était jamais rencontrés. On se suivait respectivement sur les réseaux sociaux puisqu'on est tous les deux très engagés. Mais je ne l'avais jamais vu de ma vie. Et je lui ai envoyé un message en lui disant « Allez, ça te dit, on réalise un film, on va en Inde sans prendre l'avion. Un truc complètement barré, quoi. » Et il m'a dit « Bah ouais, pourquoi pas ? Faut juste qu'on attende la fin de mes études. » Je dis bon, c'est juste ça, attendons un an. Et ça a été l'année qui nous a servi de préparer justement le départ. Donc se renseigner sur comment faire un film, définir un budget, ramener l'argent nécessaire à produire un documentaire, apprendre à tenir une caméra, définir les rencontres dans chaque pays, se documenter un peu sur les contextes géopolitiques de chaque pays et étudier en fait le trajet. Donc ça s'est vraiment fait sur le temps long, voilà. D'abord cette idée de vouloir repartir en Inde, puis sans avion, puis de produire quelque chose, puis avec Johan, puis partir, quoi. Et au cours de ce voyage, est-ce que tu as rencontré des difficultés ? J'imagine que lorsque tu es restée bloquée à Oman, ça en faisait partie. Quelle était la plus grosse difficulté que tu as rencontrée ? C'est peut-être celle-là d'ailleurs, mais je te laisse me l'expliquer. Il y a eu des difficultés tout au long du voyage. Et en fait, elles sont arrivées très vite dans l'aventure. Et plus vite qu'on l'aurait pensé. Et c'est ça qui est assez drôle. C'est qu'en fait, au début, on essayait beaucoup, surtout moi, de contrôler en fait ce qui allait se passer la semaine d'après, quelles rencontres on allait faire, quel transport on allait prendre. Et au final, on voulait vraiment garder la prise sur cette aventure. Et c'était une façon de se rassurer. Parce que ça fait super peur de partir 6 mois dans des pays que tu connais pas, à faire un film que tu n'as jamais fait. Et donc c'était une manière de garder le contrôle sur les choses. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, on ne contrôlait absolument rien. Et les difficultés sont arrivées pour nous pousser à lâcher prise en fait. Comme si la vie nous titillait en nous disant « Mais les gars, genre là, c'est 6 mois d'aventure où soit vous allez essayer de tout contrôler et vous allez tout le temps faire face à des murs, soit vous lâchez prise, vous laissez la vie s'immiscer et c'est là que votre film il va émerger, c'est là que vous allez pleinement vivre l'aventure et que voilà, vous allez goûter à la vie avec un grand V. Et dès lors qu'on s'est un peu abandonné à l'aventure en se disant c'est soit on va vivre un enfer pendant 6 mois parce qu'on veut tout contrôler, soit on accepte qu'on ne contrôle rien et on lâche prise, et là c'est la vie, et la magie va arriver. Et la magie est arrivée. Et donc oui, on a eu plein d'imprévus.
Et très vite, on a accepté cet imprévu, et au final, avec le recul, c'est tous ces imprévus qui aujourd'hui font le cœur de notre film. Et un des plus gros imprévus qui a été difficile à digérer, ça a été effectivement l'avion qu'on a été forcé de prendre à Oman, puisque nous, on était quasi certains, on nous disait que c'était impossible, mais on a toujours déplacé les impossibles pour en faire des possibles, et là, mais le non, on pouvait pas le transformer en oui, c'était non, il n'y aura pas de bateau qui va traverser la mer d'Arabie. Et les bateaux cargo ne prennent pas de passagers. Et on a essayé de soulever des montagnes, d'activer tous les leviers, de faire marcher notre force de persuasion, de conviction, de tout ce qu'on voulait. Ça ne marchait pas. Et pour moi, ça a été très très compliqué en fait de voir les limites de mon engagement et d'accepter que tout ne dépendait pas que de moi. Et que j'avais beau avoir les meilleures intentions du monde, en fait, j'étais bloquée dans mes convictions. Et ça a été dur de me sentir freinée dans ma liberté, parce que la liberté, c'est vraiment la valeur qui dicte tous mes choix et qui m'est la plus chère dans ma vie. Et là, on me disait, si tu veux aller au bout de ton projet et rejoindre l'Inde, tu dois prendre cet avion. Et moi, de me dire, je dois prendre cet avion, alors que je m'étais promise à moi-même de ne jamais prendre d'avion, jamais plus de ma vie, pour tenir mes engagements, ça a été un déchirement, et à la fois j'avais l'impression de trahir toutes celles et ceux qui nous suivaient, parce que on avait dit on rejoint l'Inde sans avion. Et là on était obligé de prendre cet avion. Et ça a été une vraie leçon de vie, puisque je suis quand même très dure avec moi-même, et quand je suis engagée dans quelque chose et que j'ai dit que je faisais quelque chose, je veux aller jusqu'au bout, quoi. Et ça m'a appris au final la nuance dans l'engagement, mais dans ma vie au sens large, de oui, t'as des bonnes intentions, t'as des convictions, mais il y a aussi des moments où il faut faire des pas de côté. Et si tu veux tenir ton engagement sur le long terme, il faut mettre aussi plus de rondeur dans ton engagement. Et si tu veux rendre aussi l'engagement accessible et l'écologie d'autant plus attrayante, il faut que tu t'éloignes de cette pureté militante et que tu montres que tu es aussi humaine et que tu fais de ton mieux, mais qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Et donc ça a été au final un vrai apprentissage de prendre cet avion. Et je crois que ça nous rend aussi d'autant plus humains avec Johan, de nous dire, oui, on fait de notre mieux, on a essayé, on n'a pas réussi. Par contre, on a réussi à rentrer sans avion. Mais il y a des choses parfois qui ne dépendent pas de nous, et c'est ok. Et donc, je pense qu'on touchera d'autant plus de personnes, et qu'on invitera d'autant plus de gens à s'engager dans l'écologie en leur disant, vous faites de votre mieux, vous ne serez jamais parfait. Et n'attendez pas d'être parfait. Mais faites déjà des petits pas, et c'est ça qui compte, quoi. Et au cours de ce voyage, tu as rencontré, j'imagine, pas mal de personnes. Est-ce que tu as une rencontre en particulier qui t'a marquée ? J'ai pas de rencontres particulières qui m'ont marquée, parce qu'il y a eu que des rencontres particulières en fait. Je pourrais pas faire de choix, c'était... Chaque rencontre arrivait au bon moment pour la bonne raison, et c'est ça qui était magique en fait. Dans chaque pays, on touchait à l'universalité de l'amour et du partage, et moi ça m'a donné un espoir fou pour demain en fait, parce qu'on était toujours accueillis les bras ouverts, et c'était presque trop beau pour être vrai. On se disait, mais le scénario, il a été écrit à l'avance, là. C'est pas possible qu'on rencontre telle personne à ce moment-là, alors même qu'on est bloqué. Et c'était magique. On avait l'impression que l'univers nous envoyait des petits anges à chaque fois posés ici et là pour avancer sur le chemin. Et donc, chaque rencontre était magique. Mais peut-être une rencontre qui sort du lot, c'est la rencontre avec Johan, qui est une vraie rencontre humaine. Et c'était un sacré pari, en fait, de partir avec lui alors que je ne le connaissais pas. Et tout le monde nous faisait peur, tout le monde nous disait « mais vous êtes fous, vous connaissez pas, vous allez partager une aventure quand même difficile, hyper challengeante, vous allez partir 6 mois sur les routes du monde et vous partez tous les deux, vous connaissez pas, mais vous êtes fous !» Et ça aurait très bien pu ne pas bien se passer, puisque il y a autant les meilleures parts d'une personnalité comme les plus grosses parts d'ombre qui ressortent dans une telle aventure, t'es mis à nu, quoi. Et donc on aurait pu exploser en vol avec Johan. Et en fait, c'était la plus belle rencontre de mon aventure, puisqu'on a toujours été bienveillants l'un envers l'autre, dans l'écoute, dans le partage, dans le respect. Et on s'est jamais engueulé, quoi. Jamais. Les plus grosses disputes qu'il y a eu, c'était t'es pas obligé de me parler comme ça quand même, hein. Et 10 minutes après, oui pardon, en fait j'étais un peu fatiguée, c'est vrai que j'aurais pas dû te parler comme ça. Et c'est arrivé 3 fois dans l'aventure, quoi. Et franchement, cette rencontre avec Johan, c'est une vraie rencontre avec l'humain au sens large, et ça m'a donné beaucoup de confiance en
en l'humanité de rencontrer Johan. Et quand t'es rentrée en France après 6 mois, t'étais dans quel état d'esprit après ce voyage? Quand je suis rentrée en France, je suis encore dans l'atterrissage, tu vois, ça fait qu'1 mois que je suis rentrée, donc j'ai pas l'impression d'avoir encore réellement digéré. Je sais pas si je digérerai complètement, c'était tellement intense en fait. En 6 mois, on a vécu l'intensité de ce que peu de personnes vivent sur toute une vie. Et mon cerveau a du mal à le comprendre encore, tu vois. C'est trop en fait. Émotionnellement, c'est presque un traumatisme en fait, d'avoir vécu tout ça. Autant d'émotions, autant de découvertes, autant de rencontres, autant de traverser autant de pays, de cultures différentes en accéléré sur 6 mois, c'est violent. Et donc j'ai pas l'impression d'avoir vécu ce que j'ai vécu presque, tu vois. J'ai retrouvé ma vie en France et rien n'a changé. Et c'est comme si j'avais laissé la petite Victoria qui a vécu cette aventure dans le dernier train. Et que j'ai retrouvé la Victoria que j'avais laissée sur le quai de la gare avant de prendre le premier train, tu vois. Et tu imagines déjà, enfin il est peut-être trop tôt, mais tu penses repartir et refaire des voyages comme ça dans d'autres destinations ou peut-être retourner en Inde à l'avenir? Ah oui, par contre ça, je suis persuadée que je vais repartir. Ça a ouvert la porte de tous les possibles. Alors déjà, que rien ne m'arrêtait. Là, mais ça a ouvert une vanne, quoi, mais encore plus large. Je suis persuadée que maintenant, ma vie va être ponctuée par les aventures. Et j'ai envie un petit peu de rythmer ma vie en 3 temps. De vivre des choses qui soient complètement insolites, de les digérer, de les raconter, et après de les partager. Et de vraiment faire ces 3 temps. Expérimenter, digérer, raconter et partager. Et donc là, tu vois, je suis dans la phase de digestion où je raconte à travers ce documentaire. On est en plein processus de montage. Après, on va diffuser le documentaire et donc le partager au goût du jour. Et après, moi, j'aurais envie de repartir, de revivre une aventure de fou. Et ça sera pas la même, ça sera sous un autre angle, avec peut-être d'autres personnes pour raconter autre chose. Mais j'ai envie que ma vie ne soit que ça, en fait, puisque la vie est trop courte. Et j'ai vu à quel point, en 6 mois, j'ai pu décupler le temps. J'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans en 6 mois. Et donc, c'est comme si j'avais découvert le secret pour ralentir le temps. Et on court tous après le temps dans nos vies. Et donc, d'avoir découvert ce secret, maintenant, j'ai envie de l'honorer et de me dire, ok, je vais faire que ça toute ma vie. De ralentir le temps pour vivre des choses folles, quoi. Et donc, il y a donc ce projet de documentaire, tes livres, ton podcast, tes conférences, plein de choses. Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres façons de partager tes engagements que tu n'as pas encore expérimentés, mais que tu imagines pour l'avenir? Ou même d'autres projets avec, par exemple, ton podcast que tu as déjà, mais d'autres envies de le faire évoluer, par exemple, je sais pas. Pour le moment, c'est déjà beaucoup. Et tu vois, c'est une question qu'on me pose toujours et c'est quoi la suite? Et je me dis, mais les gars, vous vous rendez pas compte, en fait. Enfin, genre, ma suite, c'est déjà mon aujourd'hui et c'est déjà trop, en fait, de gérer mon podcast, de là faire la promotion du livre. Je continue à écrire et des livres, il y en aura d'autres. Je fais des conférences. Là, je suis en train de monter le documentaire. En fait, c'est déjà énorme. Et là, j'en ai déjà pour 3 ou 4 années, ou voire plus, en fait. Et j'ai même pas envie de savoir ce que je ferai dans 5 ans parce que je suis incapable de savoir quelles opportunités ça va m'ouvrir, tout ça. Et tu vois, ce besoin de rationaliser les gens, quoi. En mode, c'est quoi l'étape d'après? Je dis, ouais, les gars, genre, je vis déjà pleinement mon étape d'aujourd'hui et l'étape d'après, on verra, quoi. Mais c'est fou cette tendance qu'on a à vouloir, encore une fois, mettre dans des cases et à te dessiner une carrière, une ligne de vie de ok, dans plus 5 ans, tu seras là, tu feras tel truc. Et moi, je réponds à tout le monde, je ne sais pas. Et j'ai pas envie de savoir, en fait. Tant que je fais bien et avec le cœur ce que je fais aujourd'hui, je sais que demain, ça sera merveilleux, quoi. Donc, rendez-vous dans 5 ans. Et quand tu repenses à la Victoria des études sup qui se demandait un peu quel sens donner à sa vie, je vais aller vers l'inconnu, mais je sais pas trop quoi. Quand tu fais le point aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression que tu as donné le sens que tu voulais à ta vie? Est-ce que tu es fière du sens que tu as donné à ta vie ou est-ce que tu penses que c'est peut-être pas assez ou tu as une autre quête de sens qui va naître, je sais pas. En fait, parfois, je me dis que tout ça va s'arrêter parce que c'est trop beau pour être vrai. Et je crois que j'avais tellement
profondément intégré que la vie c'était dur et que le travail c'était forcément synonyme de douleur et de peine, qu'aujourd'hui je me dis tout ça c'est trop beau. En fait t'es tellement épanouie à 25 ans et c'est presque tellement une chance d'avoir trouvé ce pourquoi t'es douée et ta manière d'émerveiller le monde et d'impacter le monde et d'en vivre, que demain ça va s'arrêter, tu vas être obligée de signer ton CDI et de te mettre derrière un bureau. Et il y a des fois où ça me rattrape, tu vois, j'ai une fulgurance qui me dit mais en fait c'est trop beau pour être vrai et tout ça va s'arrêter. Comme si je m'autorisais pas encore pleinement à vivre ce que je vis, tellement je réalise que c'est une chance et à la fois c'est une chance que je me suis créée. Donc est-ce que c'est vraiment une chance ? Peut-être pas, puisque je m'en suis donné les moyens et que je travaille très dur pour ça. Mais c'est tellement... Mais je suis tellement épanouie en fait, et ça se ressent je pense, tu vois, je suis tellement en joie tous les jours d'avoir une nouvelle journée qui s'offre à moi et de savoir que je vais pouvoir porter mes convictions, rencontrer de nouvelles personnes et vivre de mes passions et d'en faire ma vie, quoi, que c'est... Ouais, ça me met presque les larmes aux yeux de t'en parler, tu vas me dire j'ai 25 ans et j'en suis là, c'est magnifique, quoi, c'est trop trop beau. Et ma dernière question, ça serait un peu plus sur... ton engagement, notamment écologique, voilà, tu le partages de plein de façons différentes. Est-ce que tu penses que ce que tu fais, ça peut encore changer les choses aujourd'hui ? Est-ce que tu penses que l'avenir peut être meilleur ? Comment tu le vois un peu l'avenir du monde, de la société en général ? Est-ce que tu espères encore pouvoir changer les choses ? Tu sens que ça fonctionne ? Oui, j'espère encore pouvoir changer les choses parce que je vois que ce que je fais, ça a un impact et que ça avance petit à petit, que les consciences s'éveillent. Et si on n'a pas d'espoir, on n'a plus rien. Et là où je fais aussi naître cet espoir et cette positivité, c'est en me connectant avec des personnes qui y croient aussi. Et là, juste avant, tu vois, cette interview, j'ai interviewé pour mon podcast Jean-Pierre Gou. Et ça a été une vraie connexion où je vois qu'on est vraiment sur la même veine à mettre l'enthousiasme, l'émerveillement et la joie au cœur de cette transition écologique. Et de rencontrer comme ça des petits anges qui pensent aussi la même chose, ça me donne beaucoup d'espoir. Et je vois que oui, il va y avoir de la casse. Oui, ça va être très inconfortable et que cette transition, elle va prendre du temps et qu'elle va nécessiter beaucoup de changements qui seront douloureux. Mais qu'en fait, c'est aussi une opportunité de dingue pour tout repenser et pour mettre à plat un petit peu tous nos modèles de société qui aujourd'hui, de toute façon, ne fonctionnent plus puisqu'on n'est plus fondamentalement heureux dans ce mode de vie à 1000 à l'heure. Et donc de me dire, ok, tout va s'écrouler, mais derrière, on a l'opportunité de tout reconstruire. Et de faire émerger des facteurs et des mesures de croissance qui soient réellement vertueux. Et ça, c'est comme avoir un jeu entre les mains et la possibilité de redéfinir toutes les règles. Et moi, je trouve ça hyper excitant. Enfin, en tant que génération, on est en train de vivre cette transition et on a l'opportunité de tout repenser. Et de le faire dans la joie, dans l'émerveillement et de se dire que c'est un nouveau monde beaucoup plus vertueux qu'on a la possibilité de construire pour demain, mais ça me rend hyper heureuse. Et donc quand parfois l'anxiété prend le dessus ou la peur, puisque oui ça fait hyper peur et je suis flippée, et ça je peux pas le cacher, et si je m'engage autant c'est parce que j'ai bien pris conscience des enjeux du monde actuel et que je sais qu'il y a urgence, et ça il faut le dire, et ce mot il faut pas le minimiser, il y a une vraie urgence derrière l'écologie aujourd'hui. Une fois que tu as pris conscience de ça et du bazar que c'est, et ben en fait tu fais le deuil un petit peu, tu vois. Tu fais le deuil de ce monde tel qu'il est aujourd'hui. Et moi j'ai bien compris que demain, dans 5 ans, il n'y aurait plus tout ça. Ce confort-là, il va falloir s'en séparer de toute façon. Mais comme j'ai aussi pris la mesure de tous les bienfaits qu'on avait à vivre dans plus de sobriété, en mettant l'amour au cœur de nos vies, l'émerveillement au cœur de nos vies, et que se débarrasser du superflu, et donc s'éloigner de ce monde d'aujourd'hui, c'était donner la possibilité au monde de demain beaucoup plus sobre, et donc à l'émerveillement de venir au cœur de nos vies. Une fois que tu as compris ça, tu as beaucoup moins peur en fait de faire le deuil de cette société-là. Donc aujourd'hui j'ai espoir et j'ai même envie de dire à tout le monde, débarrassez-vous de cette société de croissance qui aujourd'hui est désuète et venez avec nous dans cette danse joyeuse du monde de demain, quoi.